Nous sommes le 7 octobre 2020. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Après le renouvellement de son mandat, la commission d'enquête sur le Burundi est plus que jamais déterminée à enquêter sur les violations des droits de l'homme au Burundi, et ce, malgré le refus du gouvernement burundais de coopérer. Le Burundi boycotte le mini-sommet de Goma sans aucune explication. Le sommet qui devrait réunir 5 chefs d'État de la région et entre autres discuter sur des sujets du domaine de la sécurité, diplomatie et du commerce transfrontalier. Dans ce journal, on va suivre également le mini-magazine au cœur de la société qui va nous parler aujourd'hui du renouvellement des sanctions de l'Union européenne contre certaines personnalités du Burundi. Voici pour le sommaire. Bienvenue encore une fois dans ce journal, page droits de l'homme. Pour commencer, la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi s'engage de nouveau à poursuivre son travail d'enquêter sur les violations des droits de l'homme au Burundi. Doudou Diène, président de cette commission, le dit après que le Conseil de l'ONU des droits de l'homme ait prolongé son mandat après un vote des pays membres. Il regrette que jusqu'à maintenant, les autorités burundaises ne veulent pas coopérer avec ce mécanisme onusien, mais que cela ne l'empêche pas de réussir à documenter les violations des droits de l'homme. Révérien. Le renouvellement du mandat de la commission d'enquête sur le Burundi découle de la 45e session du Conseil des droits de l'homme et des Nations Unies, tenue le 17 septembre cette année à Genève. Les pays membres de ce conseil se sont exprimés ce mardi en faveur du renouvellement du mandat de la commission. Selon le président Doudou Diène, la commission va vite s'atteler à documenter les violations des droits de l'homme malgré le manque de collaboration des autorités burundaises. C'est une grande vigilance pour observer la situation des droits de l'homme. Nous souhaitons faire une enquête objective et approfondie et que nous souhaitons venir au Burundi sur le territoire de notre mandat pour écouter les autorités burundaises, enregistrer leur point de vue sur la situation des droits de l'homme pour en tenir compte dans notre rapport et écouter également tous les partenaires de la société burundaise. Donc nous avons fait ça de manière constante et nous allons aussi le faire cette fois-ci que le mandat vient d'être renouvelé. C'est-à-dire une demande d'accès pour que notre travail puisse nous permettre d'aller sur le territoire burundais. Lors de cette session, le gouvernement du Burundi s'était violemment attaqué au Conseil des droits de l'homme et à la Commission par le biais de l'ambassadeur à Genève, Renova Tabou, dans le but de discréditer la Commission. Le présent rapport est tellement musclé, diffamatoire et insultant qu'il mérite d'être rejeté. Ce rapport laisse derrière lui beaucoup de questions, dont la principale est de savoir si le Conseil des droits de l'homme aurait changé de mission principale pour devenir un organe subsidiaire de politisation des droits de l'homme dans le monde au lieu de les protéger et les promouvoir. Bref, l'objectif est de faire disparaître le gouvernement du CNDD-FDD. Cependant, selon Doudou Diène, ces propos n'ont pas été considérés. La prévenue ce mandat, ce qui prouvait que les procédures d'enquête, les sources de la commission restaient sérieuses. Et le fait que le Conseil des droits de l'homme, de manière assez exceptionnelle, parce que les commissions d'enquête ne durent jamais, rarement plus d'1 an. J'ai été dans plusieurs commissions d'enquête, comme vous le savez, et est la preuve que nos rapports sont crédibles, approfondis et sérieux. Et donc, malgré l'absence d'accès au territoire burundais, les méthodes de travail qui sont maintenant utilisées par le Haut Commissariat des droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme nous permettent d'avoir accès aux sources les plus crédibles possibles, de les recouper et ensuite de rédiger notre rapport. Et donc le renouvellement du mandat est la preuve que notre méthode de travail est rigoureuse et objective. Lors du vote sur 47 pays, 24 se sont exprimés en faveur de la résolution de renouvellement, 17 ont voté abstention, tandis que 6 pays ne l'ont pas approuvé. La commission est renouvelée également dans un contexte de violation grave des droits de l'homme au Burundi, si on en croit au rapport des associations des droits de l'homme. Près de 200 personnes ont été tuées dans une période de 100 jours du règne du nouveau président burundais Evariste Ndayishimiye, des cas de torture et de disparition forcée, de viols et des emprisonnements arbitraires.
Merci beaucoup, Révérien Abadi Kamé. Le renouvellement du mandat de la Commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi est un signal fort au gouvernement burundais. Ce sont les propos de Maître Vital Shimirimana, président du Forum pour le renforcement de la société civile force. Il estime que les différentes formes de violation des droits de l'homme qui continuent malgré la mise en place des institutions est l'une des raisons qui sont à l'origine du renouvellement de ce mandat. Écoutez-le. Les organisations de la société civile burundaise ont appris avec grande joie le vote de la résolution relative à la prorogation du mandat de la commission d'enquête internationale sur le Burundi. Ces organisations avaient vivement demandé au Conseil des droits de l'homme de voter une résolution pareille parce qu'elles connaissent la situation qui prévaut au Burundi où la violence et les violations des droits de l'homme continuent. Notre voix a été entendue. Nous considérons que le vote de cette résolution, c'est un message très fort envoyé par la communauté internationale au gouvernement du Burundi pour lui dire qu'elle suit de très près la situation qui prévaut au Burundi et que les crimes contre l'humanité en cours ne sauraient rester impunis et que la communauté internationale ne saurait fermer les yeux face aux dits crimes. Nous saisissons cette occasion pour demander au gouvernement de renouer la coopération avec les mécanismes onusiens et régionaux des droits de l'homme parce que tout va contribuer au bien-être de la population burundaise, à la sécurité et à la jouissance des droits et libertés pour chaque citoyen burundais. C'était Maître Vital Shimirimana, le président du Force. Et maintenant, pour poursuivre ce journal avec la page politique, c'est ce mercredi que s'est tenu le mini-sommet des chefs d'État de la sous-région, une réunion qui avait été convoquée par Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Ce mini-sommet avait comme objectif de discuter sur les sujets du domaine de la sécurité, de la diplomatie et du commerce transfrontalier. Une réunion organisée en visioconférence par 4 chefs d'État, Yoweri Kaguta Museveni, président de l'Ouganda, Paul Kagame, président du Rwanda, Joao Manuel Lorenzo, président de l'Angola. Mais le président burundais Evariste Ndayishimiye l'a boycotté sans fournir de raison à ses homologues, selon une source à Goma. Le gouvernement du Burundi ne devrait pas répandre le conflit burundais dans les pays de la sous-région parce que la responsabilité dans cette crise incombe aux autorités burundaises. C'est ce qu'annonce Innocent Mourodi, directeur de la télévision Renaissance. Quant aux mouvements qui ont pris les armes pour combattre ce gouvernement, Innocent Mourodi indique que ces derniers sont différents aux acteurs du génocide commis au Rwanda et aux autres groupes qui commettent des crimes en RDC. Suivez. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs a cette politique-là de neutraliser les forces négatives, comme on les appelle, qui sont dans la sous-région, spécialement au Congo. Depuis avant la crise de 2015 au Burundi, c'était ça la politique et c'est toujours cela la politique. Maintenant, la situation qui est au Burundi depuis 2015 et qui est en train de générer des mouvements armés est totalement différente de ce qui se passe au Congo. Parce que les mouvements qui sont au Congo, c'est les FDLR, c'est ceux qui sont dans l'Ituri, c'est les AFDL, Dalou, etc., qui sont des organisations qui tuent des civils, qui pillent les civils, qui violent et qui commettent beaucoup de crimes que tout le monde a déjà vus, d'où leur appellation légitime de forces négatives. Maintenant, la situation qui est au Burundi aujourd'hui depuis 2015, vous ne pouvez pas comparer ce qui se passe au Burundi avec la manière dont le Rwanda est géré aujourd'hui ou dans la manière dont le gouvernement congolais se comporte. Au Burundi, l'État, le gouvernement, les services de sécurité tuent les citoyens, violent, emprisonnent massivement, font disparaître des citoyens depuis plus de 5 ans. Et toutes les organisations de la société burundaise, des églises, la société civile, les partis politiques et même la communauté régionale et internationale ont demandé avec insistance depuis des années qu'il y ait un dialogue ouvert au Burundi pour désamorcer la crise qui est là depuis 2015. Et si le gouvernement fait la sourde oreille, systématiquement, il ne faut pas s'étonner qu'en désespoir de cause, il y ait des gens qui recourent à la guerre. Donc ce qui serait fondamental plutôt, c'est que la conférence de la région des Grands Lacs contribue à désamorcer la situation qu'il y a au Burundi, la crise burundaise, par un dialogue pour éviter ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir un groupe de jeunes gens qui sont
pris les armes à la main à l'intérieur des frontières d'un pays où ils ne devraient pas se trouver. Et même si ces jeunes gens sont arrêtés, mais ça ne règle pas le problème qu'il y a au Burundi. Et c'est normal qu'ils soient arrêtés parce que vous ne pouvez pas être sur un territoire qui n'est pas le vôtre avec des armes, et même pas sur le vôtre avec des armes si vous n'êtes pas l'État. Donc ce qui se passe avec les jeunes gens qui ont été arrêtés n'est que normal en soi. C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. La vraie question, c'est est-ce que cette conférence internationale sur la région des Grands Lacs est prête et capable de s'occuper du vrai problème fondamental qu'il y a au Burundi, ou est-ce qu'elle va continuer à rester dans des slogans de manière générale, sans voir que la situation particulière du Burundi est source de violence, de tensions, de débordements sur les pays de la région constamment. Mais ce n'est pas cela qui implique qu'on puisse mettre tous ces mouvements dans le même sac parce qu'ils sont fondamentalement différents. Et maintenant, page santé, la pandémie du coronavirus a fait au moins 1 50 000 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre. Selon un bilan établi par l'OMS ce mardi, plus de 35,5 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués. L'Afrique reste le continent le moins touché. Reportage Thierry Biguelendavi. Les chiffres de l'OMS montrent que les États-Unis d'Amérique viennent en tête des pays touchés par la COVID-19, tant en nombre de morts que de cas recensés, avec 210 784 décès et près de 7 500 000 personnes contaminées. Suivent le Brésil avec 147 500 morts, l'Inde 104 000 morts, le Mexique 82 000 morts et le Royaume-Uni avec 42 369 morts. L'Europe commence à dire sur les mesures de lutte contre la COVID-19 suite aux nouvelles contaminations. Les villes de Berlin et Francfort en Allemagne ont annoncé mardi la mise en place d'un couvre-feu de 23h à 6h du matin et une restriction des contacts sociaux. La Belgique et la France vont adopter dans tout le pays la fermeture des bars et cafés à partir de 23h. En Roumanie, des policiers en civil vont patrouiller pour faire respecter le port obligatoire du masque dans certains espaces publics. Les nouveaux cas de contamination ont dépassé pour la première fois en Iran la barre de 4000 en une journée au lendemain d'un bilan record de mortalité quotidienne. L'ONU a estimé mardi qu'il serait important que l'Iran libère ses détenus politiques au moment où le coronavirus circule dans ses prisons. L'OMS a estimé que l'Afrique est le continent le moins endeuillé par cette pandémie, avec plus de 37 000 morts dans plus d'un demi-million de cas confirmés. L'Afrique du Sud, à elle seule, a déjà enregistré plus de 17 000 morts et près de 700 000 cas confirmés. En Afrique de l'Est, le Burundi, la Tanzanie et le Rwanda restent les pays les moins touchés par la pandémie. Au Rwanda, ces derniers jours, la vitesse de la contamination est à une allure décroissante et le pays est en train de procéder petit à petit à un déconfinement progressif. Et maintenant, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société qui est en synergie des médias. Aujourd'hui, il se focalise sur les sanctions de l'Union européenne à l'égard du gouvernement du Burundi, Emile Niwasumba. L'Union européenne a récemment renouvelé les sanctions contre deux hautes autorités du gouvernement burundais. Le gouvernement du Burundi est de son côté sous sanction depuis plus de 4 ans, même si la population burundaise continue de bénéficier de l'aide en provenance de l'Union européenne à travers certains projets. C'est la population en général qui souffre énormément de ces sanctions, comme vous allez le suivre dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 3 octobre 2020. Emile Niwasumba, je suis à la présentation. Bienvenue. Lors de sa première sortie médiatique après son investiture, le président Évariste Ndayishimiye a dit que les portes étaient toujours ouvertes pour l'Union européenne pour discuter sur la levée des sanctions contre le Burundi. Mais selon le président burundais, l'Union européenne n'est pas forcée de dialoguer sur ce sujet. C'était le 25 septembre dernier. Quelques jours plus tard, l'Union européenne a renouvelé les sanctions contre 2 officiers de la police burundaise, comme nous le rapporte Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba.
L'Union européenne a récemment annoncé avoir renouvelé les sanctions contre 2 hauts responsables policiers proches du chef de l'État Evariste Ndayishimiye. Il s'agit de Gervais Ndirakobucha, alias Ndakugarika, ministre de l'Intérieur, et Godefroid Bizimana, chargé des missions à la présidence de la République. L'Union européenne avait adopté en octobre 2015 des sanctions contre 4 Burundais impliqués dans la répression contre les manifestants qui s'opposaient à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Des restrictions en matière de déplacement et en gel des avoirs à l'égard de 4 personnes. Il s'agit de Godefroid Bizimana, Gervais Ndirakobucha alias Ndakugarika, un agent des services de renseignement Mathias Joseph Niyonzima alias Kazungu et le général Léonard Ngendakumana. Au mois de mars en 2016, l'Union européenne n'a pas hésité de suspendre son aide directe au gouvernement burundais. L'Union européenne était le principal donateur du pays et contribuait à hauteur de 20% du budget national. Au Burundi, les ministères de l'Agriculture et de la Santé sont subventionnés respectivement à 80 et 60% par l'aide extérieure. L'aide européenne au Burundi pour la période de 2014-2020 était estimée à 432 millions d'euros. Ce montant allait être reparti de la façon suivante. L'appui au développement rural durable pour la nutrition devrait avoir une somme de 80 millions d'euros et 87 millions d'euros allait couvrir le secteur de la santé. La consolidation de l'état de droit et sortie de la fragilité allait recevoir 143 millions d'euros. 105 millions d'euros étaient prévus pour le secteur de l'énergie. L'appui à la société civile burundaise était alloué à 7 millions d'euros et d'autres mesures d'appui estimées à 10 millions d'euros. Les sanctions de l'Union européenne ont des conséquences néfastes sur la population en général, selon Patrick Aïchakié, qui a fait les relations internationales. Et bien sûr, ce bas peuple, la population qui est là, qui ne vont pas donc gagner cette aide directe de l'Union européenne dans les différentes activités. Par exemple, je peux dire dans l'éducation, comme ces étudiants qui quittent le Burundi pour aller étudier à l'étranger, en Europe, ils ne vont pas donc gagner ces bourses d'études. Il y a aussi sur le système de métier de la paix, il y a l'Union européenne qui aide dans le métier de la paix, qui aide les militaires burundais, c'est-à-dire aussi qu'ils vont perdre donc cette aide de l'Union européenne. Et là, ça sera une catastrophe sur la question économique, mais aussi dans le développement. L'Union européenne a pris des sanctions contre le gouvernement du Burundi pour n'avoir pas respecté, entre autres, les droits de l'homme. Et pour clore ce journal, les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 352 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de la grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Modzendi et Egide Harerimana ont été arrêtés à Musigati en date du 22 octobre 2019 et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.